Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à vous tous. Donc, bienvenue dans cette conférence. Seconde première, choisir ses spécialités en fonction de son projet post-bac. Donc, pour cette conférence, donc moi je suis l'animatrice, je suis directrice d'un CIO parisien, le Centre d'information et d'orientation. Et voilà, donc vous aurez 2 témoignages, 2 expériences. Donc, Madame Mérès, qui est responsable du service information, orientation et insertion professionnelle de l'université Gustave Eiffel. Et Naïma Betayeb, qui est psychologue de l'éducation nationale au CIO des enseignements supérieurs en Sorbonne et qui illustrera de son expérience puisque elle est rattachée à une université plutôt scientifique. Voilà. Donc, je vais introduire le sujet. Donc, on laissera 10 minutes, un quart d'heure place à vos questions. Voilà, toutes les questions que vous vous posez, si elles n'ont pas été illustrées par nos 2 intervenantes. Donc, je vais introduire le sujet. Donc, les spécialités de première, ça peut être un enjeu par rapport à l'orientation post-bac. Bon, quelquefois, dans certaines filières, on peut choisir, il y a plusieurs spécialités qui peuvent convenir. Ça dépend de ce que l'on veut faire. Mais quelquefois, il y a des contraintes. Si on n'a pas fait telle spécialité ou telle spécialité, les portes peuvent se fermer. Il y a donc 13 spécialités qui existent et même davantage parce que, par exemple, la spécialité art, elle peut se décliner en art plastique, en musique, en art du cirque, etc. Alors, ces 13 spécialités n'existent pas dans tous les établissements. Un établissement de taille moyenne proposera plutôt 7, 8 spécialités. Aux élèves, et plus le lycée est grand et peut-être que plus le panel de choix sera possible. Alors, pour introduire le sujet, j'aimerais vous faire passer quelques messages. Par exemple, choisir ses spécialités, mais ce sera développé par nos intervenantes très certainement. Choisir par rapport au centre d'intérêt pour les disciplines. Ça, c'est très important. Bien sûr qu'il faut considérer aussi les résultats académiques. Les notes. Par exemple, préparer une spécialité maths avec 10 en terminale, ça n'ouvrira peut-être pas plus de portes que une autre. En tout cas, ça dépend des filières. Donc, les intérêts, les résultats académiques et également la cohérence des spécialités. Par exemple, ça n'aurait aucun sens de faire sciences de l'ingénieur sans faire des mathématiques. Ou même de la physique. Donc, attention à la cohérence aussi des spécialités envisagées. S'informer. Donc, dès la seconde, on peut naviguer sur le site Parcoursup. Comme ça, si on a quelques idées d'études post-bac, on pourra, en naviguant, en cherchant les formations, avoir des informations sur les attendus et peut-être justement sur les attendus en termes de résultats académiques, mais aussi par rapport aux spécialités.
Et puis, il y a sur le site de l'ONICEP Horizon 21 qui permet de croiser des spécialités. Par exemple, faire un trinôme de spécialités et il y aura des informations sur ce qui est possible en fonction de ces spécialités. Donc, on peut faire plusieurs essais comme ça. C'est intéressant. Et également, il y a le site du ministère de l'Éducation nationale. Alors, c'est réussir au lycée, choisir ses spécialités. Donc ça avait été créé au moment de la réforme du lycée, mais c'est toujours valable. Il y a beaucoup de témoignages d'étudiants, donc ça peut être intéressant aussi de regarder ce site. Et le dernier message, avant de laisser la parole à nos intervenantes, s'entourer de conseils, dialoguer, par exemple, les élèves avec les parents, les élèves et les parents avec les enseignants, avec les psychologues de l'éducation nationale. Dans le public, il y a des permanences de psychologues de l'éducation nationale en charge de l'orientation. Vous pouvez vous rendre aussi dans un centre d'information et d'orientation. Donc, c'est le service public de l'orientation. Donc, voilà le message que je voulais vous faire passer en guise d'introduction. Donc, je vais demander maintenant le témoignage de Madame Mérès, que j'ai présenté, de son expérience côté enseignement supérieur. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais beaucoup insister sur le mot cohérence, et cohérence à plusieurs niveaux. La première chose, c'est effectivement cohérence par rapport aux résultats scolaires. Je pense que c'est là vraiment le plus important, parce que vous n'êtes pas sans savoir, et là, sur ce salon-là, je pense que vous allez l'entendre sur beaucoup de stands, que les résultats scolaires, c'est vraiment un des critères qui est le plus pris en compte pour l'admission dans l'enseignement supérieur. Que ce soit des universités, etc., même si plusieurs critères, bien sûr, sont pris en compte, les résultats scolaires en font toujours partie. Donc, obligatoirement, avoir présenté le meilleur dossier possible est un objectif qu'il faut quand même maintenir. Donc, obligatoirement, il faut quand même que vous ayez des enseignements de spécialité, sachant que les coefficients sont quand même très forts sur ces deux spécialités. Donc, il faut quand même que ce soit des matières qui soient des forces et des atouts pour vous. Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose qui, pour moi, me semble crucial. Après, il faut de la cohérence entre les deux spécialités. C'est-à-dire que prendre des spécialités totalement opposées, si j'ose dire, par exemple, je ne sais pas, moi, garder de la physique-chimie et prendre du littéraire à côté, on peut se faire plaisir, mais on risque de se bloquer quand même beaucoup de possibilités d'études, puisque tout ce qui va être scientifique, sans les maths, ça va bloquer, et donc la physique ne sera certainement pas assez suffisante, entre guillemets, pour rentrer. Donc voilà, donc il y a la cohérence par rapport au dossier, il y a la cohérence par rapport un petit peu à l'objectif qu'on se fixe, d'accord ? Et puis, ensuite, il y a aussi une cohérence par rapport au projet qu'on veut faire, d'accord ? Vous avez des places devant. Vous pouvez vous asseoir, il y a plusieurs places devant. Donc, je vous en prie. Donc, cohérence du dossier par rapport à soi, cohérence par rapport entre les deux spécialités, et puis cohérence par rapport au projet, puisque certains projets vont exiger un enseignement de spécialité précis. Si par exemple des classes prépa, eh bien on va avoir des impératifs. Et puis par contre, il y a d'autres projets qui vont réclamer quelque chose d'un petit peu plus flou. Voilà. Donc il faut aussi se renseigner là pour que tout ça soit cohérent par rapport à votre dossier. Alors après, je vais redonner la parole à ma collègue. Je finis juste sur ma dernière cohérence par rapport au projet. Moi, si je prends par exemple à l'université, parce que c'est ce que je connais le mieux, sur l'université, vous allez avoir des spécialités scientifiques qui effectivement vont être un peu exigeantes au niveau du type de spécialité qu'on va avoir choisi, parce qu'on ne peut pas faire une licence de maths sans maths, par exemple, pour faire simple, voilà. Mais par contre, vous avez tout un tas d'autres spécialités qui vont être beaucoup plus ouvertes. C'est-à-dire que si vous venez faire des sciences humaines, si vous venez faire des lettres, des langues, etc., comme ce sont déjà des choses qui apparaissent dans le tronc commun et que donc vos enfants ont déjà des résultats dans le tronc commun, eh bien, la spécialité ne sera pas spécialement nécessaire pour pouvoir y rentrer. Donc, c'est pour là qu'il faut vraiment bien se renseigner. Voilà. Certaines choses vont exiger des spécialités et d'autres vont permettre un panel beaucoup plus ouvert de possibilités. Voilà. Je
reprendrai peut-être un peu, mais je vous laisse, de façon à ce qu'il y ait un échange plus correct. Oui. Alors, oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, ravi de vous retrouver cette année pour effectivement cette conférence tant attendue sur les enseignements spécialités, attendue par les parents, par les élèves aussi, et certains profs qui se posent des questions sur justement les conséquences de ces choix dans l'enseignement supérieur, notamment via la formulation des vœux sur Parcoursup, mais pas que. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une porte d'entrée. En tout cas, c'est une façon dont vous allez vous présenter à travers ces enseignements spécialités, à travers votre dossier Parcoursup, pour pouvoir formuler vos vœux dans l'enseignement supérieur. Mais ce qui est important aussi en termes de réflexion, c'est aussi de réfléchir les enseignements spécialités en termes aussi de réussite lors de l'entrée dans les études supérieures. Comme vous l'avez parfaitement mentionné, en fac de sciences, donc moi je travaille à Sorbonne Université, faculté des sciences et ingénierie. En faculté des sciences, les mathématiques sont le langage des sciences. Donc, autant sur les attendus, il peut y avoir une certaine souplesse et des dispositifs tels que les années de consolidation, ce qu'on appelle les WICI, qui peuvent venir un petit peu aménager, quand on n'a pas pris l'enseignement spécialité maths experte par exemple, et qu'on n'a pas de maths complémentaire. Donc il y a cette année de consolidation. Il y a aussi des aménagements à la marge qui peuvent être faits, tels que des UE qui peuvent être un petit peu accompagnés lors du premier semestre. Mais voilà, il ne faut pas se leurrer. Certains pourront tout à fait s'y adapter. Là, j'ai eu un échange avec un responsable de formation qui me disait cet étudiant-là, il n'avait pas fait maths experte. Je l'ai intégré dans un dispositif d'UE un petit peu aménagé au premier semestre pour les maths. Au bout d'un mois et demi, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas du tout besoin de rester dans ce groupe-là, un petit peu de besoin, on va le dire comme ça, et ils l'ont réintégré dans le cursus classique. Mais ça reste assez anecdotique parce que moi, ce que je peux constater en fac de sciences, c'est que même des étudiants qui avaient un excellent niveau scolaire, parce qu'on parlait des résultats académiques qui effectivement sont centraux, notamment sur les vœux qui posséderaient des caractéristiques un peu sélectives, ou d'excellence. Mais dans tous les cas, les résultats académiques sont centraux dans toute cette procédure et tout ce processus d'étude de votre dossier. Donc même des étudiants qui sortiraient avec une mention très bien, avec une combinatoire maths, physique, chimie ou vraiment scientifique, peuvent se retrouver en difficulté au niveau des mathématiques, notamment quand ils entrent à l'université, parce que ça constitue une réelle transition dans la façon d'aborder l'objet d'étude, que ce soit les mathématiques, la physique, chimie, que ce soit tout ce que vous connaissez. Ces normes-là, elles vont un petit peu bouger, parce qu'effectivement, vous avez des habitus scolaires, des méthodologies de travail qui devront être réajustées pour pouvoir justement explorer ce nouvel environnement que représente l'enseignement supérieur. Juste après, je vais vous redonner la parole. Par rapport à ce que vous disiez, c'était une petite illustration. Effectivement, ça dépend des domaines. Effectivement, là, je vous ai donné l'exemple des sciences, sans les maths, ou en tout cas sans enseignement de maths, ça peut mettre un challenge, disons, complémentaire. C'est pas impossible parce que les universités, comme je vous le disais, peuvent proposer quelques aménagements à la marge. Donc quelqu'un qui est déjà un petit peu léger en mathématiques, peut-être qu'il y a d'autant plus que là je vois un petit peu les profils de lycéens, c'est plutôt des secondes premières, vous avez peut-être encore un petit peu de temps pour trouver des méthodologies de travail, de trouver un rythme de croisière, une méthodologie d'organisation aussi, pour pouvoir ensuite arriver dans l'enseignement supérieur, on va dire, un peu plus solide que si vous avez un niveau un petit peu moyen, mais moyen dans la moyenne mathématique, pas moyen en termes affectifs. Vous imaginez bien que je ne suis pas là pour juger vos niveaux. Et donc pour les sciences, effectivement, ça va être un cas particulier, mais je donne aussi des cours auprès de licences en psychologie, donc en sciences humaines et sociales. C'était le deuxième exemple que vous donnez, le deuxième domaine. Et effectivement, je me suis amusée à la fin du semestre à leur poser la question pour leur dire qu'ils avaient beaucoup grandi en 4 mois. C'est pas du tout les mêmes étudiants que j'ai rencontrés en septembre, sortant du bac, et puis ceux que j'ai quittés en décembre. Donc, comme petit message, c'était de leur dire qu'effectivement, ces 4 mois avaient été très...
Oui, développant pour eux, enveloppant, je ne sais pas, mais développant, en tout cas, ce mot n'existe pas. Hein. J'invente des mots le matin, notamment. Mais ce qui était intéressant, c'est que je leur ai dit, pour se décentrer un peu et leur faire se rendre compte qu'effectivement, il y a des normes scolaires qui vont évoluer. Et je leur ai fait faire un petit tour de table, parce qu'on devait travailler sur un travail d'exploration. Je leur ai juste demandé leurs enseignements de spécialité. Et en fait, il n'y en avait pas 2 dans la salle qui avaient la même combinatoire. Et pourtant, ils étaient tous là, en licence 1 de sciences psychologiques à l'université Paris-Cité. Il y en avait certains qui avaient fait le choix des sciences, d'autres qui avaient un petit peu été partis plus sur des sciences humaines, sciences sociales. En tout cas, voilà, il faut réfléchir effectivement aussi au domaine que vous visez, pas pour vous y adhérer comme un petit robot, mais simplement pour amorcer une réflexion sur ce que vous avez évoqué, vos goûts, vos forces, vos choix, et puis aussi les perspectives que vous souhaitez développer dans l'enseignement supérieur. Voilà, première... Parfait, je relais par rapport à ce que vous dites, ou je rebondis entre guillemets. Là, vous êtes donc tous, je suppose, parents et élèves de seconde et de première, puisque c'était comme ça, en tout cas, qu'était identifié entre guillemets la conférence. Sachez que vous avez déjà accès à la plateforme Parcoursup sur toute la partie information. Vous pouvez pas saisir de vœux, bien sûr. Ça, c'est le privilège des élèves de terminale. Mais en tout cas, vous pouvez déjà aller regarder. Moi, je vous invite très fortement. Là, vous êtes sur le salon, déjà, allez voir les écoles, mais après, chez vous, tranquillement, à aller vous consulter Parcoursup, d'aller sur chaque fiche de chaque établissement qui potentiellement pourrait vous intéresser. Vous avez une mine d'informations et au moins, on est sûr que cette-là, c'est de l'information réelles et, j'ai envie de dire, fiables, puisqu'elles sont rentrées par les établissements, contrôlées par le rectorat, etc. Enfin, on est sur quelque chose de tout à fait... on ne peut pas y mettre ce qu'on veut dessus, voilà. Donc, clairement, vous allez avoir des informations, des mines d'informations sur le nombre d'élèves qui candidatent, sur le profil qu'ils vont avoir, sur le nombre de propositions qui sont faites, sur le taux d'accès, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui est très ouvert ou est-ce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport au nombre de places, etc. Vous avez vraiment des mines d'informations et donc ça va vous permettre, par rapport aussi aux forces et faiblesses que vous observez, vous, déjà, de votre dossier, de voir comment vous pouvez vous projeter et est-ce que cette formation-là, elle est réellement faite pour vous et quelle spécialité, entre guillemets, vous auriez intérêt à prendre. Donc, vraiment, vous avez le temps. On parle beaucoup de Parcoursup comme quelque chose de stressant, etc. Ça peut l'être en terminale parce qu'obligatoirement, il y a un côté affectation et donc, voilà. Mais profitez du moment d'être en seconde et en première pour utiliser cette plateforme dans le côté positif du terme, comme une mine d'informations. Vous ne trouverez pas mieux, sincèrement, en tout cas je le pense réellement, comme information. Je confirme. Voilà, que ce que vous trouverez sur Parcoursup parce que c'est extrêmement complet. On peut y passer des heures, d'accord ? C'est-à-dire que ça peut être très long, d'où l'intérêt d'anticiper et de ne pas attendre la classe de terminale pour le faire. Et donc, voilà. Donc ça, je voulais vraiment insister sur ce point-là, parce que pour votre choix des spécialités, il y a les attendus, ça va vous donner une mine d'informations et vous allez y voir beaucoup plus clair, d'accord ? Et une dernière petite chose par rapport à ce que vous dites, que comme dans une même formation, en première année, il peut avoir des enseignements de spécialité fort différents. Je vous rappelle que, par exemple, l'université et la licence, elle est construite en 3 temps, que le premier temps, c'est vraiment un temps de, justement, j'ai envie de dire, de mise à niveau de tout le monde, puisque tout le monde arrive avec des parcours différents, donc c'est vraiment aplanir et pouvoir donner une formation de base à tout le monde. La deuxième année, là, on rentre un petit peu plus dans l'expérimentation, dans de l'orientation. Et la 3e année, on choisit vraiment sa spécialité, d'accord ? Donc, cette première année, elle est faite pour ça aussi. Donc, pas trop d'angoisse. Il faut bien sûr respecter des attendus qui sont réellement attendus. Voilà, les forces, entre guillemets. Mais même si vous n'avez qu'une des spécialités, que la deuxième est peut-être un peu moins un atout pour y rentrer, eh bien, pas d'inquiétude. Je prends un exemple précis parce qu'elle va vous parler obligatoirement. Par exemple, la spécialité NSI, donc informatique, elle est peu présente dans les établissements. Tous les établissements ne l'ont pas. Donc, obligatoirement, j'ai toujours cette question en maths info. Mais madame, je vais être pénalisée parce que moi, je ne peux pas prendre NSI. À partir du moment où vous avez gardé les maths pour faire maths informatique, comme on sait que NSI n'est pas surreprésenté, on ne va pas pénaliser les étudiants en leur disant « tu ne peux pas y aller parce que tu n'as pas cette spécialité ». Eh bien, l'informatique, ceux qui l'ont, ils auront un petit avantage. Puis ceux qui ne l'ont pas, eh bien, j'ai envie de dire, ils vont se remettre à niveau en première année et pouvoir de toute façon y accéder. Voilà. Voilà, et j'ai abordé en introduction les enjeux du choix des spécialités de première et de terminale. C'est un enjeu
ça peut être un enjeu dans le post-bac, mais il y a un enjeu assez immédiat qui est les coefficients au bac aussi, puisque la spécialité qui va être évaluée en première a un coefficient de 8 et un coefficient de 16 pour les 2 spécialités qui sont évaluées en terminale. Donc dans les médias, il y a ce premier enjeu-là. Donc ça rejoint les résultats académiques et les intérêts. Si on est motivé par une discipline, on aura plus envie de s'y investir. Et c'est pour ça qu'au début, je vous disais dialoguer. Le dialogue, les échanges aident au choix, sur du long terme. Et je reviens encore, sur Parcoursup, qui est très souvent oublié comme site d'information. Chaque année, au mois de décembre, cette année c'était le 18 décembre, les formations sont actualisées. C'est-à-dire que là, elles sont actualisées pour les élèves qui sont en terminale et qui vont faire des choix cette année. Mais ça n'empêche pas, il n'y a pas énormément de changements d'une année à l'autre. Parcoursup est ouvert 365 jours sur 365 jours pour s'informer. Donc, moi, j'insiste, ça a déjà été dit, mais je me permets de réinsister là-dessus. Faites, allez naviguer sur Parcoursup. Il y a 6 rubriques qu'on peut ouvrir. Et c'est facilitant quand on est en terminale, qu'on a des choix à faire, d'avoir fait ces prérequis d'exploration du site. Et ça déstresse aussi, quand on est en terminale. Je peux rajouter ou je peux y aller? Alors, j'ai des choses qui me viennent comme ça un petit peu au fur et à mesure et par rapport à ce que vous dites. Donc pensez pas non plus qu'il n'y a que les spécialités qui sont regardées dans le choix. C'est pour ça, nous, ça nous paraît tous une évidence, mais peut-être que ça ne l'est pas pour vous. Par exemple, même pour des entrées dans des choses scientifiques, que ça soit des classes prépa, que ça soit, il est très, très, très fréquent de regarder les résultats, par exemple, des épreuves anticipées du bac français. Pourquoi? Parce que, déjà, ce sont les premières épreuves nationales, donc ce sont des premiers chiffres qui sont comparables, entre guillemets, alors que les autres épreuves, c'est quand même dans un lycée, donc on est un peu soumis à une notation un peu parfois locale, entre guillemets. Les épreuves de français, c'est les premières qui nous donnent une idée un peu plus globale du positionnement de l'élève. Et puis parce que, quelle que soit la filière que vous allez faire, il va falloir rédiger, il va falloir avoir de la lecture, il va falloir savoir synthétiser, et ce sont que des choses qui sont des compétences qui apparaissent aussi sur le français, et puis après la philo, etc. Donc ça veut dire que ne focalisez pas trop non plus. Le choix des spécialités, c'est important parce qu'effectivement, ce sont des coefficients très forts et ce qui permet de vous donner une connotation à votre dossier et un petit peu la couleur, entre guillemets, individuelle de votre dossier, c'est exact. Mais surtout, ne pensez pas que c'est uniquement ce choix des spécialités qui va régir tout, entre guillemets, d'accord ? Le tronc commun est aussi très important, parce que le tronc commun, il demande des compétences linguistiques, il demande des compétences de culture générale, etc., qui, quelle que soit la spécialité que vous envisagez, sera déterminante. Et quand on fait un calcul d'entrée, parce que sur Parcoursup, on est bien d'accord que c'est pas un algorithme, c'est-à-dire que les dossiers sont examinés, etc. Et même quand il y a beaucoup de candidatures, on y rentre, entre guillemets, des formules de calcul, mais ces formules de calcul, elles reposent sur des choses dont on a besoin. Par exemple, je vais vous prendre une licence d'économie. J'ai changé un peu, on a parlé beaucoup de sciences, donc je vais parler d'économie. Licence d'économie gestion pour entrer chez nous, on a environ plus de 2000 candidatures pour 300 postes, donc 300 places. Donc au départ, vous allez me faire... Alors déjà, on descend bas dans les classements, donc il n'y a pas besoin de se stresser. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on regarde ? On y fait un calcul. Alors, il y a besoin un petit peu des maths, donc les maths complémentaires suffisent. Mais par contre, on va aussi prendre les notes du bac français, les notes d'histoire, les notes de langue, etc. On va additionner tout ça, on va multiplier par la moyenne générale pour y inclure même des options comme les maths, et le sport, etc., qui est aussi...
des compétences, et donc ça donne un score global pour chaque élève et qui permet de classer entre guillemets les élèves de celui qui a les meilleurs scores à celui qui a le moins bon score. Donc vous voyez que les spécialités dans un tel calcul, même si vous n'avez pas fait d'économie, de SES, puisque l'option s'appelle SES, même si vous n'avez pas fait de SES, vous pouvez tout à fait rentrer en économie-gestion. Ce n'est pas quelque chose de déterminant. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a quand même de la souplesse, entre guillemets, et qu'il ne faut pas que vous ressortiez d'ici en pensant qu'il y a une rigidité, d'accord ? Et toutes les matières peuvent apporter leur pierre à l'édifice, d'accord ? Chacune ayant des compétences qui vont être appréciées et reconnues dans le supérieur. Voilà. Hein. Oui. Ça met bien en évidence la question de la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs temps, comme vous l'avez parfaitement évoqué. Là, vous êtes en seconde, donc effectivement, vous avez déjà votre scolarité au lycée, vos apprentissages en tant que lycéen à amorcer. Vous allez déjà avancer. C'est-à-dire que pour ceux qui sont encore en seconde, les choix de première et l'expérience de l'année de première permettront déjà de réajuster peut-être certains goûts, certains choix, certaines perspectives. Donc il y a déjà effectivement la temporalité là au sein de votre lycée avec l'objectif effectivement d'obtention du baccalauréat. Et effectivement ensuite il y a la transition vers l'enseignement supérieur effectivement qui se manifeste en tout cas dans les représentations globales via cette plateforme qui est une plateforme numérique de formulation des vœux et effectivement d'information en amont. Et ensuite, il y a aussi la question, la troisième temporalité, c'est celle effectivement de l'entrée dans les études supérieures, parce que vous avez quand même de bonnes chances d'obtenir ce que vous souhaitez. Et donc, c'est une fois que j'ai été admis en PASS, en licence d'éco-gestion, en licence de psychologie ou en sociologie. Voilà. Est-ce que, à ce moment-là, ce que j'ai travaillé dans la temporalité passée entre le lycée et aujourd'hui, est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que je serai assez solide pour pouvoir avancer ? Et si ce n'est pas le cas, pour continuer dans la logique de souplesse, c'est que il y a toujours des possibilités de retravailler, je vais insister un peu sur la méthodologie, mais de retravailler sa façon d'aborder ses apprentissages. J'ai réfléchi à ce que j'ai de l'anxiété. Par exemple, il y en a certains, on parlait des mathématiques, c'est vraiment, ça génère beaucoup d'anxiété. Est-ce qu'on est obligé de se faire violence pour faire une licence d'éco-gestion alors qu'on pourrait peut-être aborder les choses différemment ? Donc c'est ça, en fait, la question de la connaissance de soi. C'est pas uniquement ma méthode de travail ou mes goûts et mes valeurs, c'est aussi est-ce que j'ai un peu de souplesse pour pouvoir réajuster, est-ce que je peux avoir du soutien autour de moi pour pouvoir travailler différemment. Alors déjà que vous avez vos enseignants, peut-être que dans la famille il peut y avoir aussi du soutien pour pouvoir réajuster votre parcours et en tout cas vos apprentissages. Donc cette question de la temporalité effectivement me semblait assez centrale. Alors je continue, alors je enchaîne parce que j'essaye de balayer dans ma tête tous les secteurs parce que voilà. Et une chose aussi dont on n'a pas parlé et qui est important, c'est ce qui est aussi hors scolaire et qui peut compléter un dossier, d'accord ? C'est-à-dire que je pense par exemple à de la mission, alors j'ai deux cas dans la tête, je vais citer les deux, il y a l'art et les STAPS. Donc le STAPS c'est le sport et vous avez l'art, par exemple. On a beaucoup d'élèves qui nous disent, moi je suis passionné d'art, donc je peux faire des cours d'artistique à côté du lycée, totalement indépendant des spécialités. Certains vont me dire, moi je développe déjà des compétences. Par exemple, je fais des petits montages vidéo, etc. Donc, si vous voulez, il y a aussi des choses qui vont renforcer votre dossier, qui peuvent renforcer un manque de spécialité, entre guillemets, et qui vont vous permettre d'accéder quand même à des formations. Par exemple, en artistique, pareil, tous les lycées ne proposent pas musique ou art du cirque ou cinéma, etc. Eh bien, moi, j'ai des parcours en musique, en cinéma, audiovisuel. On ne va pas spécialement pénaliser les élèves parce qu'ils n'ont pas pris telle ou telle spécialité, parce qu'elles sont rares, d'une part, et puis parce que parfois, la richesse d'un étudiant est presque plus importante qu'une spécialité qu'il aurait pu suivre. Parce qu'on a des élèves qui, pendant plusieurs années, ont développé des compétences artistiques, musique, etc., qui font qu'en fin de compte, ils ont un vrai parcours à côté et que ce parcours, il est tout à fait comparable à ce qu'aurait pu leur apporter une spécialité plus académique dans un lycée. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus voir les spécialités comme l'unique source de couleur de votre dossier. Toute votre expérience personnelle. Quand je vois un lycéen, ce qui me désespère, c'est que souvent il me dit « moi je sais rien faire ».
Et quand on discute 5 ou 10 minutes avec eux, on se rend compte que ce sont des pépites. Parce que, ils font du sport pendant un certain nombre d'heures, parce qu'ils font de l'artistique, parce qu'ils ont développé plein de choses. Certains font des gardes d'enfants et ont déjà des talents d'animation, entre guillemets, d'anniversaire. Bon, voilà, je ne vais pas développer, mais voilà, j'ai trouvé des gens, des lycéens qui parfois ont vraiment toute une richesse à côté, mais quand on leur demande, ils sont tellement stéréotypés dans le côté scolaire qu'ils vous disent « je ne sais rien faire ». Et très vite, on s'aperçoit que non, ils ont des richesses. Donc, n'hésitez pas non plus, à côté des spécialités, à réfléchir aussi à la richesse que vous avez personnelle par rapport à un investissement que vous avez à côté. C'est encore plus important pour le sport. Quand vous faites des études de STAPS, et je terminerai après, je laisserai bien sûr les collègues parler, sur le STAPS, par exemple, il y a 5 attendus nationaux, parce que là, par contre, c'est partout pareil, donc c'est facile d'en parler. Il y a bien sûr les notes en sciences, en littéraire, mais il y a aussi le niveau sportif et l'investissement social à côté. Ça veut dire l'encadrement de jeunes dans un club, le fait d'être pompier volontaire, d'être arbitre, d'avoir passé le BAFA, d'être délégué de classe, enfin bon, voilà, plein de choses comme ça. Donc vous voyez qu'on peut acquérir une richesse du dossier qui peuvent compléter et qui souvent même sont nécessaires pour la réussite, d'accord ? Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, venez prendre dans nos éléments tout ce qui peut enrichir votre dossier ou le dossier de vos enfants pour votre investissement futur et pour vos projets futurs. Donc, les spécialités en font partie et il faut que ces spécialités soient en cohérence avec le reste de votre personnalité et avec le reste, entre guillemets, de ce que vous pouvez développer. Ça, c'est extrêmement important. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, c'est des questions qui vous animent tous. Je veux donner une petite anecdote, qui pourrait permettre de faire une petite boucle, qui date fraîchement, très très fraîche, c'est-à-dire que ça date d'il y a 1h30, dans le métro. Donc j'adore, moi, quand je viens dans les salons, c'est prendre le métro et je tends l'oreille, parce que généralement, sur des salons aussi massifs, c'est forcément sur ces heures-là, les heures d'ouverture, il y a toujours des parents, des élèves, des profs, donc on peut toujours entendre des choses très intéressantes. Et ce matin, ma petite pépite, c'était un père et son fils, qui était un petit peu dans le gaz, si je peux me permettre, le fiston. Mais dans l'idée, déjà, c'était le premier point, je tiens tous à vous féliciter. Vous avez réussi, alors soit peut-être qu'il y a des élèves qui sont venus seuls, mais vous avez déjà réussi un samedi matin à amener votre enfant sur un salon d'orientation. Donc déjà, bravo aux parents et puis bravo aux élèves, aux adolescents d'avoir joué le jeu et puis effectivement d'être présent parce que ça vous concerne directement, ça vous concerne vous et la famille, effectivement. Pas que, mais en tout cas, déjà, première mission, je me suis dit, bon, il a l'air un peu endormi, ce jeune, mais il est là. Il est là. Et puis j'entendais la conversation, le papa qui lui disait, mais tu sais, au niveau des enseignements, justement, il parlait des enseignements spécialités, c'est pour ça que je vous relais cette anecdote. Au niveau des enseignements spécialités, il lui disait, bon, mais tiens, on va aller voir ça, il y a peut-être ça ou ça, mais pour les mathématiques, t'es sûr, qu'est-ce que t'en penses ? Bon, le jeune ado grognait un peu, enfin, il n'avait pas l'air soit pas réveillé, soit pas vraiment intéressé, soit c'était un sujet un peu récurrent au petit-déj. Et finalement, le papa, pour convaincre, lui dit, mais tu sais, peut-être que, et ça illustre les différents contextes scolaires versus extrascolaires, c'est, mais tu sais, peut-être que les mathématiques, moi je trouve ça utile parce que en dehors même de la scolarité, c'est les compétences que ça recoupe et que ça recouvre, la logique, l'abstraction, ça peut être quelque chose qui, moi, ça me paraît utile dans la vie de tous les jours. Donc la conversation en est restée là, mais il lui a dit, mais tu sais, tu peux faire ce qui te plaît, le plus important, c'est que tu choisisses quelque chose qui t'intéresse, dans lequel tu as envie d'explorer un peu plus en profondeur, d'étudier. Et c'était intéressant parce qu'on avait les deux versants. Le versant, tiens, les maths, ça peut être utile, et puis il ne faut pas se leurrer, ça peut, effectivement, dans les représentations sociales, c'est très valorisé. C'est pour ça que moi, je suis un peu mono-science, parce que j'y passe beaucoup de temps. Et à la fois, on peut effectivement avoir des compétences complètement hors scientifiques, et puis aborder les choses en fonction des contextes, et que ça ait du sens, en fait, vous, dans votre... Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, d'explorer ? Seconde, première, terminale, vous avez encore des possibilités, justement... Pour dédramatiser aussi, c'est que vous avez une pluralité de choix qui amène une certaine complexité dans les combinatoires, etc. Mais vous avez une pluralité de choix. Nous, à l'époque, on en avait 3. Voilà. Ouais.
Bien, donc il est 10h30, nous devons libérer la salle à 10h45, donc place aux questions. Voilà, maintenant, voilà, une question, voilà, ici. Là-bas, J'ai assez parlé. Voilà. La dame en Bordeaux et la dame en rouge. Je commence par la dame en Bordeaux. Ok, bah si vous voulez. Pas de problème, peu importe. Allez, donc plus proche là. Allez, rouge et puis après la dame là-bas. D'accord, vous m'entendez là? Bonjour, merci déjà. On a beaucoup parlé des choix en seconde et on a beaucoup parlé de matière scientifique. Donc je voulais avoir un peu des pistes de réflexion pour déjà un enfant, un élève qui est en première, qui va quand même avoir le choix difficile de supprimer une matière quand les trois sont plus ou moins aimés, même s'il a peut-être une petite préférence, et quand les niveaux académiques sont bons dans les trois, et qui sont des matières littéraires au sens large, littéraire, linguistique, histoire, donc des matières qui peuvent ouvrir à plusieurs formations et qui en même temps permettent à ce stade de ne pas choisir trop tôt s'il y a encore des doutes sur le métier à venir. Donc ma question c'est, voilà, comment, sans être obligé de décider en première du métier qu'on va faire, est-ce que je vais être prof, est-ce que je vais être traducteur, est-ce que je vais être, etc., historien, chercheur, je ne sais pas, matière non scientifique, je précise. Comment être sûr de ne pas se planter dans le choix? Par exemple, lâcher la spécialité, comment elle s'appelle? HLP ou HGSP. Humanité, etc., oui. Littérature. HLP. Parce qu'on n'accroche pas trop, même si on aime le domaine, mais on n'accroche pas trop dans la matière avec le prof en ce moment, par exemple. Si on l'abandonne et que plus tard, on a envie d'être prof de lettres ou prof tout court des écoles, est-ce que c'est un frein ou pas? J'aimerais qu'on développe un petit peu ces matières non scientifiques. Je peux répondre. Je vais vous rassurer très très vite. Alors déjà, on a peut-être moins parlé de littéraire, c'est vrai, parce que ces matières-là, elles sont aussi dans le tronc commun. D'accord. Donc ça veut dire que vous n'avez moins de lacunes. C'est-à-dire que le fait d'abandonner, pour répondre, HLP, donc c'est celle qui est plutôt philosophique, ou celle HGSP, qui est histoire, géographie, etc. Obligatoirement, j'ai envie de dire, vous gardez dans le tronc commun de l'histoire, de la géographie, de la philo en terminale, etc. Donc ça n'aura pas d'impact sur, j'ai envie de dire, un choix futur, parce que, de toute façon, ces matières-là, elles restent, d'accord? Elles sont présentes et vous aurez des notes en terminale. Donc, dans le choix de l'abandonner la troisième, pour moi, c'est vraiment l'intérêt de l'élève. C'est-à-dire que là, on n'est plus tellement sur un choix stratégique, on est plutôt sur les notes, savoir où est-ce que vos enfants, ils ont... abandonner la troisième, quand c'est dans un tronc commun, c'est vraiment... Où est-ce que j'ai le plus de chances de cartonner, alors vraiment, et d'avoir les meilleurs résultats pour avoir le baccalauréat? Moi, c'est vraiment la seule réponse que je ferai. C'est vraiment blinder le dossier, et donc voilà, l'intérêt du jeune pour la matière et où il a le plus de chances pour réussir. Et je rajouterais que de toute façon, cette spécialité, elle a été suivie en première. Donc c'est considéré aussi dans le post-bac. Voilà, donc... Voilà. Okay. Donc pas trop d'inquiétude. C'est vrai qu'on en a moins parlé, mais je vous dis, comme c'est doublé par des matières du tronc commun, ça sera moins handicapant. Et que vous rentriez en lettres ou en langue, etc., dans le futur, voilà, ou en histoire, etc., le fait de ne pas avoir cette spécialité-là ne sera absolument pas handicapante. Voilà. Et on a une autre question. Bonjour, merci beaucoup. Simplement, je voulais savoir l'investissement par rapport à l'aspect extrascolaire. Ça figure où sur Parcoursup? Est-ce que c'est les élèves qui renseignent ça? Est-ce que c'est les enseignants? Est-ce que alors, vous avez deux choses. Vous pourrez compléter si j'ai pas bien répondu à votre question, mais voilà, vous avez deux choses. Vous avez déjà la fiche à venir qui est renseignée par les enseignants et les proviseurs dans chaque lycée et qui a une partie sur l'autonomie et qui peut faire figurer l'investissement au sein du lycée. Par exemple, délégué, etc., c'est indiqué si l'élève participe au CA, etc. Donc, vous avez cet élément-là pour qu'il y ait l'investissement au sein du lycée. Et pour l'investissement extrascolaire, vous avez une rubrique sur Parcoursup avec les centres d'intérêt qui est un peu comme un CV, par des rubriques à compléter. Et là, vous pouvez y indiquer tous les centres d'intérêt que vous avez.
Il y a une lettre de motivation plus une rubrique intérêt qui est importante et que l'élève doit compléter d'ailleurs dans son dossier. Et oui, c'est important de la compléter. On met en avant certaines compétences aussi. Alors, sur les justificatifs, monsieur me demande, je complète, est-ce qu'il faut des justificatifs? Donc non, c'est du déclaratif, sauf pour les STAPS. Si c'est le niveau sportif, là par contre, on va vous demander des justificatifs au niveau du niveau sportif dans les clubs. Mais sinon, sur tout ce qui est la musique, l'art, enfin tout ce qui peut être fait à côté, c'est du déclaratif. Alors, je confirme et je vous invite effectivement à bien soigner ces rubriques, c'est-à-dire que Parcoursup, comme pour toute plateforme où vous formulez des demandes ou des candidatures, c'est très important, dès que vous avez de l'espace où vous pouvez dialoguer, on parlait du dialogue intérieur, de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je veux faire, etc. Le dialogue avec les parents, avec les enseignants, mais également, effectivement, sur même avoir un dialogue en fait au sein de la plateforme. C'est-à-dire que vous avez des encarts. Ces encarts-là, il y en a certains, comme le projet motivé, où ils sont réduits en termes de nombre de mots. Donc à un certain moment, on peut faire une version assez synthétique du projet motivé. Et puis les autres rubriques peuvent être complétées de façon plus développée, parce que ça laisse un petit peu, il y a un peu plus d'espace. Et effectivement, je vous encourage à valoriser toutes les compétences, qu'elles soient scolaires ou extrascolaires, scientifiques ou littéraires, effectivement. Dans le cadre de la formulation des vœux. Je vous avais vu. Je suis dans les couleurs. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir, donc moi aussi j'ai une fille qui est en première, qui a pris 3 spécialités scientifiques, mais qui malgré tout a aussi des appétences pour les lettres, donc parfois qui a des états d'âme. Et notamment, par exemple, je sais qu'il y a des prépas qui s'appellent BL, qui sont littéraires et scientifiques. Mais pour faire ce genre de prépa, est-ce qu'il faut forcément avoir choisi une des spécialités littéraires ou pas? Je sais aussi qu'il y a une option en terminale qui s'appelle DGEMC. C'est les droits sur le monde contemporain. Le monde contemporain. Voilà. Donc voilà, c'était poser des questions par rapport à des choix scientifiques et est-ce qu'on peut revenir aussi vers des choses plus littéraires? Vous voulez que je réponde ou... En tout cas, le premier élément de réponse, c'est qu'elle ne sera pas bloquée, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de littéraire ne la bloquera pas pour un choix de BL, par exemple. Donc ça, c'est sûr. Parce que je reprends, je suis désolée, je me répète, mais à partir du moment où dans le tronc commun, entre guillemets, vous avez tout ce qui est littéraire, ça sera les notes du tronc commun qui, entre guillemets, seront examinées à côté d'une note scientifique pour entrer en BL. Donc ça ne sera pas bloquant. Voilà. Ouais, et sur la question... BL, alors ce sont en gros dans les prépas littéraires, je vais essayer de faire très simple. Dans les prépas littéraires, vous avez plusieurs types de prépas littéraires. Vous avez des littéraires purs entre guillemets qui vont demander pas de l'enseignement scientifique. Et puis vous avez cette classe prépa qui est un peu atypique, qui est une classe prépa littéraire, mais qui a une large partie quand même scientifique pour des débouchés un petit peu particuliers. Et donc voilà, d'où le questionnement de cette maman. Notamment dans certaines écoles de commerce, ça peut être un profil. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant de faire des maths et d'avoir un très bon profil littéraire. Effectivement, et ça renvoie à la question justement des goûts des lycéens. Il y en a certains qui sont plutôt pluridisciplinaires. C'est-à-dire que là, effectivement, nous, on fait les grands domaines pour gagner en clarté dans notre propos. Et on sait que certains parents se posent la question pour les sciences, mais en fait l'idée effectivement c'est quand on a des profils pluridisciplinaires, mais il y en a certains qui le gardent, qui le conservent dans l'enseignement supérieur. Donc les classes préparatoires aux grandes écoles effectivement permettent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que même en prépa scientifique, la question, alors moi je faisais un petit peu cette erreur quand j'ai commencé dans le métier, c'était que je me disais en sciences il faut être bon en sciences. Et en fait en échangeant avec des responsables de CPGE, ils me disaient non. Attention, ce qui va faire la différence sur les relevés de notes, même au concours, qu'est-ce qui va pas les distinguer, c'est
c'est qu'il faut... C'est le littéraire et c'est les langues. Voilà, l'anglais et voilà et savoir bien écrire, avoir une culture générale, c'est très important. Effectivement, c'est ça. Et l'université, en tout cas l'enseignement supérieur, c'est aussi ça, c'est développer une culture générale, de haut niveau. Donc les CPGE se prêtent tout à fait au profil pluridisciplinaire à vérifier avec les attendus de chaque établissement, etc. Mais on peut aussi, à l'université, il y a des questions il y a des doubles licences, il y a des cursus un petit peu plus, on va dire par portail, avec une entrée par portail, où il y aurait un petit peu... Après, la pluridisciplinarité pure, va se retrouver plutôt autour des doubles licences, effectivement, et assez à la marge. Mais en tout cas, si ça fait partie de vos goûts et de vos choix, je pense que c'est quelque chose qu'il faut observer, en tout cas, de façon fine. Et puis, il y en a qui gardent ça toute leur vie, donc c'est plutôt une chance d'être intéressé par plein de choses. Alors, nous pouvons prendre une dernière et ultime question, parce que nous devons libérer la salle pour une autre conférence, et moi, je dois glisser dans une autre, dans un instant. Donc, voilà, une dernière question possible. Oui. Merci. Je ne sais pas si on avait parlé au début, je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir peut-être des blocages pour certaines formations si on n'avait pas pris une spécialité. Je pense en particulier à une prépa bio si on n'a pas pris bio en première. Est-ce que c'est vrai d'une part, et est-ce que c'est souvent le cas pour d'autres, sachant que en fait ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper si on veut vraiment faire ça, quoi. Oui, alors c'est vrai. C'est-à-dire que vous allez avoir quand même des parcours. Mais je pense qu'il y a des choses qui relèvent de la logique. C'est-à-dire que vous n'iriez pas faire une licence de maths sans maths. Vous voyez, donc voilà, il y a des choses qui semblent assez. En gros, il faut se dire que dès que vous voulez faire... je vais le conturer comme ça. Dès que vous voulez faire un parcours qui n'est pas dans le tronc commun, dont la matière n'est pas dans le tronc commun, d'accord, à ce moment-là, effectivement, il faut faire attention au choix des spécialités. Quand vous voulez continuer dans des matières qui sont proches du tronc commun, l'histoire, la géographie, les lettres, les langues, etc., vous pouvez vous dire, au moins, j'ai le tronc commun et donc je peux prouver le niveau de mes enfants et le niveau académique. Mais dès qu'on va sortir de ça et qu'on va tomber sur du scientifique, parce que l'enseignement scientifique, c'est quand même un peu léger, on va être très clair comme note. Donc là, effectivement, il va être important d'avoir l'enseignement de spécialité qui correspond à la matière que vous voulez faire. Voilà, je veux le dire clairement comme ça. Bien, voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation dans le salon. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.